Le 3 janvier 2026 restera gravé dans les mémoires comme l'une des journées les plus sombres pour la souveraineté nationale au XXIe siècle. Ce matin-là, le monde entier s'est réveillé en apprenant une nouvelle absolument stupéfiante. L'armée des États-Unis venait d'envahir le Venezuela. Le président Nicolás Maduro a été capturé menotté et transporté par avion vers New York comme un simple criminel de droit commun. À midi, le président Trump déclarait devant les caméras « Nous contrôlons le Venezuela désormais ». Le monde a observé ces événements avec horreur, tandis que la Russie dénonçait immédiatement ce qu'elle qualifiait d'agression armée flagrante. La Chine a publié des communiqués exprimant un choc profond et exigeant la libération immédiate de Maduro, alors que l'Afrique du Sud condamnait une violation claire de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour une session extraordinaire afin de traiter la crise. Mais alors que l'attention mondiale était fixée sur Caracas, que les chaînes d'information diffusaient en boucle les images de Maduro menotté et que les diplomates s'affrontaient à New York, un autre drame se jouait à 8000 km de là. Cette même nuit, à Ouagadougou, au Burkina Faso, un autre président luttait désespérément pour sa survie. Aux alentours de 23 heures, heure GMT, les forces de sécurité au Burkina Faso ont arrêté un homme dont le téléphone contenait ce que les officiels ont décrit comme des preuves très sérieuses d'un complot de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. En quelques heures à peine, la conspiration a été démantelée. Le cerveau de l'opération a été identifié, les complices ont été arrêtés et à l'aube, la tentative de coup d'État avait échoué. Très peu de médias internationaux ont couvert l'événement. Aucune grande chaîne de télévision ne l'a diffusé en direct et aucun leader mondial n'a fait de déclaration immédiate. Le monde entier était bien trop occupé à regarder ce qui se passait au Venezuela. Pourtant, ce qui s'est produit à Ouagadougou cette nuit-là était tout aussi significatif, sinon plus, que les événements survenus à Caracas ce matin-là. C'est peut-être même plus marquant, car si Maduro, un président disposant de pétrole de richesse, d'une armée et du soutien de la Russie et de la Chine, est tombé en quelques heures, Ibrahim Traoré, dirigeant l'une des nations les plus pauvres, a survécu. 2 dirigeants, 2 continents. Le même jour, le même scénario, mais un résultat opposé. L'un a été capturé, l'autre est toujours debout. Pourquoi? Ce n'est pas seulement l'histoire de 2 tentatives de coup d'État parallèles. C'est l'histoire de la préparation face à la complaisance de la légitimité populaire, face à un pouvoir isolé, et de la pensée stratégique face aux illusions. Et avant d'aller plus loin dans l'analyse, si ce récit vous amène déjà à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir et la résistance, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous tout. D'où regardez-vous cette vidéo? Votre voix compte ici. Maintenant, découvrons ensemble toute la vérité. Le 3 janvier 2026 a commencé comme n'importe quel autre jour à Caracas. Le président Nicolás Maduro se trouvait au palais présidentiel de Miraflores pour gérer les affaires courantes. Mais à 8 heures du matin, heure locale, absolument tout avait changé. Les forces militaires américaines, opérant depuis des lieux tenus secrets dans les Caraïbes, ont lancé une opération rapide et décisive. L'assaut fut chirurgical, écrasant et total. En quelques heures seulement, Maduro était en détention et sa garde rapprochée avait été neutralisée. Les installations militaires clés ont été sécurisées et à la mi-journée, Maduro se trouvait déjà à bord d'un avion militaire américain en direction de New York. Le soir même, il était en détention fédérale, faisant face à des accusations de trafic international de drogue. La déclaration du président Trump fut brutale et sans équivoque. Nous contrôlons le Venezuela maintenant. Maduro était l'un des pires trafiquants de drogue au monde. Il est exactement là où il doit être en détention américaine. Le monde a reculé d'effroi. Même les nations habituellement alignées avec les États-Unis ont exprimé leur inquiétude, mais le mal était déjà fait. La plus grande vulnérabilité du Venezuela résidait avant tout dans sa situation géographique. Situé sur la côte caribéenne, le Venezuela est à portée directe de la puissance navale et aérienne américaine. La mer des Caraïbes est en effet un lac américain dominé par des bases militaires à Porto Rico en Colombie et dans toute la région. Lorsque les États-Unis ont frappé le Venezuela, ne disposait d'aucun tampon géographique pour se protéger. Aucune nation alliée ne se dressait entre l'attaquant et la cible. Cuba, l'allié le plus proche du Venezuela, n'avait absolument pas la capacité militaire d'intervenir. Le Brésil et la Colombie étaient soit officiellement neutres, soit soutenaient discrètement l'opération en coulisses. La Russie et la Chine, les alliés les plus puissants du Venezuela, se trouvaient à 8000 km de là. Le temps qu'ils puissent mobiliser une réponse, Maduro était déjà arrivé à New York. La géographie a dicté le destin.
L'armée vénézuélienne, malgré sa taille imposante et son équipement, était fondamentalement compromise de l'intérieur. Des années de crise économique avaient profondément érodé le moral des troupes et la corruption était devenue endémique. De nombreux officiers étaient bien plus fidèles à leur propre survie et à leur compte en banque qu'à la personne de Maduro. Les rapports de renseignement suggèrent que des éléments au sein de l'armée vénézuélienne auraient coopéré avec l'opération américaine, soit activement, soit par une inaction délibérée. Les systèmes de communication clés ont mystérieusement cessé de fonctionner aux moments les plus cruciaux. Certaines unités ont reçu des ordres contradictoires, tandis que d'autres n'en ont reçu aucun. Une armée divisée ne peut tout simplement pas défendre une nation, et l'armée de Maduro était profondément divisée. Mais point le plus critique de tout, Maduro avait perdu le soutien de son peuple. Des années d'effondrement économique, d'hyperinflation, de pénuries alimentaires et de faillites institutionnelles avaient totalement épuisé la population vénézuélienne. Bien que de nombreux Vénézuéliens ne soutenaient même pas l'invasion américaine, beaucoup d'autres étaient simplement trop fatigués pour offrir la moindre résistance. Certains l'ont même accueilli favorablement, espérant un changement n'importe lequel. Quand Maduro a eu besoin que son peuple descende dans la rue pour le défendre, ils sont restés chez eux, non par soutien à l'invasion, mais par épuisement et désillusion. Un dirigeant dépourvu de légitimité populaire ne peut espérer survivre à une intervention étrangère. L'histoire nous a prouvé cette vérité à maintes reprises. Et le 3 janvier, Maduro a appris cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Malgré ses alliances affichées avec la Russie, la Chine, Cuba et l'Iran, Nicolás Maduro s'est retrouvé diplomatiquement isolé, là où cela comptait le plus au sein même de sa propre région. Aucune nation latino-américaine n'a envoyé de troupes ni même menacé d'intervenir militairement pour le soutenir. La Colombie a maintenu ses frontières hermétiquement fermées. Le Brésil, quant à lui, est resté strictement neutre. Le Mexique a condamné l'invasion, mais n'a pris aucune mesure concrète. Les organisations régionales comme le Mercosur et l'ALBA se sont révélées totalement impuissantes, sans aucun mordant. La Russie a publié des déclarations fermes, mais n'a déployé aucune force. La Chine a exigé la libération de Maduro, mais n'a exercé aucune pression réelle sur le terrain. L'Iran et Cuba n'avaient tout simplement pas la capacité de projeter leur puissance de l'autre côté de l'Atlantique. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni, mais comme on pouvait s'y attendre, n'a rien accompli. Les États-Unis ont opposé leur veto à toute résolution visant à condamner leurs propres actions. Maduro avait des alliés en théorie, mais dans la pratique, lorsque le moment fatidique est arrivé, il s'est retrouvé seul. La plus grande erreur de Maduro était peut-être psychologique, il ne croyait pas que cela pourrait arriver. Il avait survécu aux sanctions américaines, aux multiples tentatives d'assassinat et aux précédents efforts de coup d'État. Il avait vu les États-Unis échouer en Irak et en Libye. Il croyait fermement que l'ère de l'intervention militaire directe des États-Unis en Amérique latine était révolue. Il avait tort. Le 21e siècle, supposait-il, fonctionnait selon des règles différentes. On ne capturait plus simplement les dirigeants sur leur propre sol de nos jours. Le droit international, aussi imparfait soit-il, offrait pourtant une certaine protection. Cette supposition que les vieilles règles s'appliquaient encore, que la souveraineté signifiait toujours quelque chose, que le monde avait dépassé, un impérialisme aussi flagrant, a causé sa perte irrémédiable. Traoré, lui, n'a fait aucune supposition de ce genre. Alors que le monde entier regardait la capture de Maduro, un autre dirigeant se préparait à sa propre bataille vitale. Vers 23h, GMT, le 3 janvier, les forces de sécurité au Burkina Faso ont procédé à une arrestation critique. Le suspect transportait des preuves accablantes d'un complot de coup d'État sophistiqué visant le président Ibrahim Traoré. Les relevés téléphoniques ont révélé des plans détaillés des communications avec des contacts étrangers et un calendrier précis pour l'exécution du plan. Le cerveau de l'opération Paul-Henri Sandaogo Damiba n'était pas un conspirateur ordinaire. Il avait été lui-même président du Burkina Faso jusqu'à ce que Traoré le renverse en septembre 2022. Depuis lors, il vivait en exil à Lomé, la capitale du Togo voisin, un pays entretenant des liens étroits avec la France et par extension avec les États-Unis. Le complot était à la fois ambitieux et d'une brutalité sans nom. Il s'agissait d'assassiner le commandant de la base de drones du Burkina Faso et de créer le chaos au sein des rangs militaires par des attaques simultanées sur des installations clés. L'objectif était de prendre d'assaut le palais présidentiel pendant la confusion d'installer Damiba comme président de transition avec un prétendu soutien populaire et de recevoir la reconnaissance immédiate de certains gouvernements occidentaux. Les rapports de renseignement suggéraient l'implication directe de certains pays.
occidentaux fournissant un soutien logistique et potentiellement une couverture aérienne promise depuis des bases au Togo ou d'autres nations voisines. Mais le complot a échoué, non pas parce qu'il était mal planifié. Ce n'était pas le cas. Il a échoué parce que le président Traoré était prêt. Quelques heures seulement après la première arrestation, les services de sécurité avaient identifié et détenu les principaux co-conspirateurs. Les citoyens entendant des rumeurs d'une tentative de coup d'État sont massivement descendus dans les rues. Les Wayans, ces jeunes partisans patriotes de Traoré, ont occupé les carrefours clés, bloqué les routes menant aux bâtiments gouvernementaux et créé efficacement un bouclier humain autour des centres de pouvoir. À l'aube du 4 janvier, le coup était terminé. Traoré est resté président. Le plan de Damiba s'était totalement effondré. Pour comprendre pourquoi Traoré a survécu, vous devez d'abord comprendre qui il est vraiment. Ibrahim Traoré est né en 1988, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Il est devenu adulte durant l'ère post-indépendance turbulente du Burkina Faso, observant comment les puissances étrangères, principalement la France, continuaient d'exercer une influence énorme sur la politique, l'économie et l'armée de sa nation. Il a rejoint l'armée et a gravi les échelons avec détermination, finissant par commander des unités stratégiques. En janvier 2022, le lieutenant-colonel Damiba a mené un coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kaboré, citant l'échec du gouvernement à combattre la montée du terrorisme. Au début, Traoré a apporté son soutien à ce coup d'État. Mais en septembre 2022, Traoré avait conclu que Damiba n'était qu'un autre dirigeant trop accommodant envers les intérêts étrangers, trop lent à agir, trop disposé à maintenir les anciennes relations coloniales. Alors Traoré a mené son propre coup de force destituant Damiba et assumant la présidence. Ce qui a suivi a profondément choqué les courtiers de pouvoir traditionnels du Burkina Faso. Il a expulsé les forces françaises, l'opération Barkhane, la présence militaire de longue date de la France au Sahel, a reçu l'ordre de partir. Les conseillers militaires français ont été renvoyés chez eux. Des siècles de domination militaire française au Burkina Faso ont pris fin. Il a expulsé les forces américaines. Le personnel des opérations spéciales américaines qui entraînait les troupes burkinabées a également été prié de quitter le territoire. Il a formé l'Alliance des États du Sahel, l'AES, en collaboration avec le Mali et le Niger, qui avaient tous deux aussi récemment expulsé les forces françaises. Traoré a établi l'Alliance des États du Sahel, l'AES, un pacte de défense mutuelle robuste doté d'une force militaire commune et d'une stratégie politique étroitement coordonnée. Il a également scellé un partenariat stratégique majeur avec la Russie. Le personnel du groupe Wagner, réorganisé par la suite sous le nom d'Africa Corps, est arrivé pour fournir formation, renseignement et sécurité. Ce n'était pas un geste purement symbolique. Cela marquait un réalignement fondamental, loin de la dépendance militaire occidentale. Il a mis en garde contre ce qu'il a appelé l'hiver noir. Dans ses discours et interviews, le capitaine Traoré a averti à maintes reprises que les puissances occidentales tenteraient de punir le Burkina Faso et l'AES par des pressions économiques, la déstabilisation, voire une intervention militaire. Il a baptisé cette période sombre et inévitable l'hiver noir. Aux yeux de nombreux jeunes Africains, il est devenu une véritable icône, un symbole du panafricanisme de la résistance face au néocolonialisme et la preuve vivante que les nations africaines peuvent réellement prendre en main leur propre destin. Et aux yeux des puissances occidentales, il est devenu une toute autre menace. Dangereux non pas en raison d'une puissance militaire écrasante. Le Burkina Faso compte parmi les nations les plus pauvres du globe. Non, il est dangereux par l'esprit qui l'habite. Dangereux car s'il réussit, d'autres pourraient bon suivre son exemple. Il est dangereux parce qu'il incarne cette idée audacieuse que l'Afrique peut enfin dire non. Traoré est un étudiant assidu de l'histoire africaine, en particulier celle des leaders déchus. Il a étudié le parcours de Patrice Lumumba, le tout premier Premier ministre du Congo renversé et assassiné en 1961 avec l'implication de la CIA parce qu'il cherchait une véritable indépendance face au contrôle occidental. Il a étudié Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso, de 1983 à 1987, assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son meilleur ami, un putsch que beaucoup soupçonnent d'avoir eu le soutien de la France, car la vision de développement autonome de Sankara menaçait les intérêts économiques étrangers. Il a également étudié le cas de Mouammar Kadhafi, qui a dirigé la Libye pendant 42 ans avant d'être tué en 2011, lorsque l'OTAN est intervenue pour soutenir les rebelles, plongeant la Libye dans le chaos. Tout cela pour éliminer un leader qui avait osé défier l'hégémonie occidentale en Afrique.
De ces tragédies historiques, Traoré a tiré une leçon brutale et sans équivoque, ils viendront toujours vous chercher. La seule question est de savoir si vous serez prêt. Contrairement à Maduro qui croyait que l'époque des interventions directes était révolue, Traoré a supposé que la menace était constante et imminente. Cette paranoïa, une méfiance tout à fait justifiée, est devenue son meilleur atout. Après sa prise de pouvoir en 2022, Traoré a restructuré méthodiquement les services militaires et de renseignement du Burkina Faso. Les officiers ayant suivi une formation approfondie en France ou ayant des liens étroits avec les structures militaires françaises ont été réaffectés à des postes moins sensibles ou encouragés à prendre leur retraite. Certains ont été discrètement mis sur la touche. Cela n'a pas été fait de manière brutale ou arbitraire. Traoré ne pouvait pas se permettre de s'aliéner trop de professionnels militaires, mais l'opération a été menée de façon délibérée et calculée. Les conseillers militaires occidentaux et les agents de liaison du renseignement ont été expulsés. Leur accès aux communications, à la planification et au personnel militaire burkinabé a été coupé. Les postes clés en particulier au sein de la sécurité présidentielle des services de renseignement et des forces spéciales ont été pourvus par des officiers personnellement fidèles à Traoré et dévoués à sa vision d'indépendance. Cela signifie que lorsque Déma a tenté d'organiser un coup d'État, il n'a trouvé aucun preneur au sein du commandement militaire. Les officiers qu'il a approchés l'ont soit dénoncé immédiatement à leur hiérarchie, soit ont refusé de participer. Le réseau subversif qu'il tentait de bâtir ne s'est jamais concrétisé. Comparez cela avec le Venezuela, où des éléments de l'armée de Maduro étaient soupçonnés de coopérer avec l'opération américaine ou de ne pas résister délibérément. La loyauté ne se présume pas, elle doit se construire. Traoré l'a compris, Maduro non. Traoré n'est pas simplement un chef militaire qui s'est emparé du pouvoir par la force. Il est devenu un symbole surtout pour la jeunesse du Burkina Faso. Son message résonne auprès de millions de personnes, le Burkina Faso pour les Burkinabés. Pas pour la France, pas pour les multinationales étrangères, mais pour son propre peuple. L'autonomisation de la jeunesse, redonnant aux jeunes un sentiment d'action et de fierté dans l'indépendance de leur nation. Une fierté panafricaine qui positionne la lutte du Burkina Faso comme une partie intégrante d'un mouvement continental bien plus vaste. La souveraineté avant la prospérité, la volonté d'endurer des épreuves économiques plutôt que de se soumettre au contrôle étranger. Ce n'est pas de la rhétorique vide. Traoré a joint le geste à la parole. L'expulsion des troupes étrangères était risquée, mais elle démontrait un engagement total. La formation de la ES a prouvé la solidarité régionale. Le partenariat avec la Russie était controversé certes, mais il a prouvé que le Burkina Faso avait des options viables au-delà de l'alliance occidentale traditionnelle. Lorsque la tentative de coup d'État a eu lieu le 3 janvier, les citoyens burkinabés n'ont pas attendu les ordres. Ils sont descendus dans la rue de leur propre initiative pour défendre leur leader. Les Wayyan, ces jeunes partisans de Traoré, se sont mobilisés en quelques heures, occupant les points stratégiques et créant une barrière humaine efficace autour des institutions gouvernementales. C'est pourquoi les coups d'État par procuration échouent au Burkina Faso, parce que le peuple ne le permet pas. Comparez cela au Venezuela, où des années de crise économique avaient épuisé la population. Quand Maduro a eu besoin que son peuple le défende, ils étaient trop fatigués, trop désabusés, trop brisés pour se battre. La légitimité populaire est l'armure ultime, et le capitaine Traoré, lui, la possède. Maduro a complètement perdu la main. Les alliances de Traoré, elles sont fondamentalement différentes de celles de Maduro. Sur un point critique, elles sont opérationnelles, et pas seulement diplomatiques. Pensez aux corps africains de la Russie, l'héritage de Wagner. Le personnel militaire russe est bel et bien déployé sur le terrain, au Burkina Faso. Ils fournissent de la formation, du partage de renseignements et assurent la sécurité. Quand une menace surgit, ils peuvent réagir en quelques heures, pas en jours ou en semaines. C'est radicalement différent de la relation de Maduro avec la Russie, où le soutien était surtout diplomatique et économique, mais géographiquement impossible à mobiliser rapidement. Regardez l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Cette alliance des États du Sahel n'est pas juste une déclaration politique en l'air. C'est un pacte de défense mutuelle avec une véritable force de frappe. Ces trois nations partagent leurs renseignements, coordonnent leurs opérations militaires et se sont engagées à traiter toute attaque contre l'une d'elles comme une attaque contre toutes. Ils sont même en train de mettre sur pied une force militaire combinée de 5000 hommes. Cela signifie qu'éliminer Traoré n'est pas seulement une question de s'en prendre au Burkina Faso. Cela implique d'affronter le Mali et le Niger simultanément. C'est risquer un conflit régional bien plus large.
Cela signifie potentiellement déstabiliser l'ensemble du Sahel de manière irréversible. Ce réseau d'alliances rend toute intervention considérablement plus complexe et coûteuse. Maduro avait des alliés sur le papier. Traoré lui a bâti des alliances qui fonctionnent concrètement sur le terrain. Traoré a réussi quelque chose de remarquable. Il s'est positionné comme étant à la fois une menace pour les intérêts occidentaux et un acteur bien trop dangereux à écarter. Considérez le calcul stratégique auquel fait face toute puissance qui envisagerait une intervention au Burkina Faso. Une invasion militaire directe serait une nouvelle Libye, une victoire apparemment rapide, suivie d'années de chaos de terrorisme et d'une crise migratoire qui finirait par d'une part nuire aux intérêts européens plus qu'il ne les aiderait. Un coup d'État par procuration nécessite des collaborateurs locaux qui sont prêts à passer à l'acte. Comme le 3 janvier l'a démontré, ces collaborateurs n'existent pas en nombre suffisant et même lorsqu'ils essaient la résistance populaire finit par les vaincre. Un assassinat ne ferait que créer un martyr menant probablement à l'émergence d'un successeur. Encore plus radical à une déstabilisation accrue et à la garantie absolue que la vision politique de Traoré lui survivra. Le calcul froid est le suivant. Traoré au pouvoir est problématique, mais les alternatives sont pires. Il a réussi à devenir la moins mauvaise des options. Maduro n'a jamais atteint ce stade. L'effondrement du Venezuela était déjà si avancé que beaucoup ont calculé que même le chaos après Maduro pourrait être préférable au statu quo actuel. Le Burkina Faso est un pays enclavé, entouré par le Mali allié de l'AES et par le Niger. Un autre allié de l'AES, le Bénin, est neutre mais craint de perturber la stabilité régionale. Le Togo est hostile, abritant d'Amiba, mais reste militairement faible. Le Ghana est neutre, concentré sur ses propres défis économiques. La Côte d'Ivoire reste en retrait. Pour que les forces occidentales atteignent le Burkina Faso, il faut survoler un territoire allié ou neutre, ce qui est politiquement très délicat. Lancer des opérations depuis le Togo ou la Côte d'Ivoire exposerait ces pays à une forte opposition intérieure. Cela impliquerait une ligne de ravitaillement longue et complexe à travers plusieurs nations. Il n'y a aucune base navale américaine à proximité immédiate. Aucun porte-avions ne peut s'approcher d'une côte. Aucune force de déploiement rapide ne peut arriver en quelques heures. Cette position enclavée, souvent vue comme un handicap au développement, est devenue un atout sécuritaire majeur. La côte caribéenne du Venezuela le rendait vulnérable. L'enclavement géographique du Burkina Faso rend toute intervention étrangère exponentiellement plus complexe. Traoré comprend parfaitement la guerre de l'information du XXIe siècle. En 2026, l'AES a lancé AES-TV, une chaîne dédiée à la promotion des perspectives panafricaines et à contrer les récits médiatiques occidentaux. Lorsque la tentative de coup d'État a eu lieu en janvier, le 3 AES-TV a immédiatement diffusé la nouvelle du complot, le présentant comme de l'impérialisme soutenu par l'Occident et a montré des images de citoyens défendant leur président. Sur les réseaux sociaux, les comptes pro-Traoré se sont activés instantanément. Le hashtag « Le Burkina Faso résiste » a commencé à faire tendance. Les réseaux de solidarité panafricaine à travers le continent se sont mobilisés. Le récit était déjà établi avant même que les médias occidentaux ne puissent de commencer à couvrir l'histoire. Comparez cela avec le Venezuela, où les médias occidentaux dominaient totalement la narration. Maduro était dépeint presque exclusivement comme un trafiquant de drogue et un dictateur sans pitié. Il n'y avait aucun contre-discours efficace, aucune infrastructure pour atteindre les audiences internationales avec une perspective différente. Au moment où Maduro aurait pu répondre, il était déjà menotté. Son image était scellée dans l'esprit de millions de personnes avant même qu'il ne puisse prononcer un mot. Traoré, en revanche, a gagné la guerre de l'information avant même que le coup d'État ne commence. Il a contrôlé le récit dès le début, présentant la tentative non pas comme une lutte de pouvoir interne, mais comme un complot étranger visant à défaire la souveraineté africaine. Il a façonné la manière dont son peuple et l'Afrique ont compris ce qui se déroulait. Ce contrôle a absolument tout changé. Soyons clairs sur ce qui s'est passé le 3 janvier 2026. 2 dirigeants ont été pris pour cible. Tous deux s'opposaient à la domination occidentale. Tous deux s'étaient alliés à la Russie. Et tous deux étaient assis sur des ressources précieuses. Maduro avec le pétrole du Venezuela, Traoré avec l'uranium et l'or du Burkina Faso. Et tous deux ont fait face à des efforts pour les écarter du pouvoir. Mais les résultats n'auraient pas pu être plus différents, et cette différence réside dans des contrastes stratégiques clés. Géographiquement, le Venezuela se trouve sur la côte caribéenne à portée immédiate de la puissance navale et aérienne américaine. Sa position géographique accessible l'a rendu particulièrement vulnérable à une frappe militaire rapide et décisive.
En revanche, le Burkina Faso est un pays enclavé entouré d'alliés fidèles ou de voisins neutres, créant ainsi un tampon physique et politique qui complique considérablement toute action militaire extérieure. Pour ce qui est de la loyauté militaire, Maduro présidait une armée fracturée et selon toute vraisemblance compromise de l'intérieur. La corruption endémique, la fatigue des troupes et les allégeances contradictoires avaient fini par rendre son commandement extrêmement fragile. Le capitaine Traoré, quant à lui, avait rebâti son armée depuis la base, purgeant les éléments peu fiables, promouvant des officiers loyaux et s'assurant que son entourage était idéologiquement aligné et totalement dévoué. S'agissant du soutien populaire, il faut reconnaître que Maduro avait depuis bien longtemps perdu la confiance de son propre peuple, après des années d'effondrement économique et de dysfonctionnements institutionnels majeurs. À l'opposé, Traoré bénéficiait d'un soutien massif et étendu tout particulièrement au sein de la jeunesse burkinabé. Ses partisans se sont mobilisés instantanément lors de la tentative de coup d'État protégeant physiquement les institutions gouvernementales sans même qu'on le leur demande. Leurs alliances différaient également non seulement de nom mais de nature. Les liens de Maduro avec la Russie et la Chine étaient largement symboliques, puissants certes, mais lointains. Ses partenaires pouvaient offrir une rhétorique de soutien et peut-être des ressources, mais aucune protection immédiate. Les alliances de Traoré, elles étaient purement opérationnelles. Des conseillers russes étaient présents sur le terrain. L'Alliance des États du Sahel avait des troupes prêtes à intervenir. L'aide n'était pas théorique, elle était tangible et bien réelle. En termes d'état d'esprit, Maduro a commis une erreur de calcul fatale. Il a présumé que les anciennes règles du jeu s'appliquaient encore. Il pensait que sa souveraineté était protégée par les normes internationales. Traoré, lui, n'a commis aucune erreur de ce genre. Dès le début, il a agi comme si une attaque n'était pas seulement possible, mais inévitable, et il s'est préparé en conséquence avec rigueur. La maîtrise de l'information s'est aussi avérée décisive. Maduro a perdu la bataille du récit mondial avant même de pouvoir s'exprimer. Traoré, grâce à une communication coordonnée avec l'AES, a façonné la perception publique tant au niveau national qu'à travers tout le continent africain. Il a su transformer un moment de crise critique en une réaffirmation éclatante de sa légitimité. Et enfin, il y a le coût politique d'une destitution. Éliminer Maduro, dont le pays était déjà en plein effondrement, n'entraînait qu'un faible coût géopolitique. En revanche, renverser Traoré risquait d'enflammer toute la région. Sa chute déstabiliserait non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble de la région du Sahel. Maduro possédait pourtant plus de presque tout. Plus de pétrole, plus de soldats et une plus grande reconnaissance mondiale. Mais il n'était tout simplement pas prêt. Traoré disposait de moins de ressources, de moins d'alliés sur le papier et de bien moins de prestige international. Mais il avait quelque chose de bien plus crucial, la préparation. Car lorsque votre peuple croit véritablement en vous, il n'attend pas les ordres. Il devient spontanément votre bouclier. Mais quand ce lien est brisé, quand la foi est perdue, aucune armée, aucune richesse ni aucune diplomatie ne peut vous sauver. Les citoyens de Traoré sont descendus dans les rues pour le défendre parce qu'ils croyaient en ce qu'il représentait. Ils le voyaient défendre leur souveraineté et pas seulement son propre pouvoir. Les citoyens de Maduro, eux, étaient trop épuisés pour se battre pour lui. Des années de privations et de difficultés avaient fini par briser ce lien sacré. Aucune force militaire, aussi puissante soit-elle, ne peut remplacer la légitimité populaire. Nous vivons à l'ère des drones, de la cyberguerre et de la surveillance spatiale. Il est facile de penser que la géographie ne compte plus, mais la journée du 3 janvier a prouvé le contraire de manière cinglante. La proximité du Venezuela avec la puissance militaire écrasante des États-Unis a condamné Maduro. La position enclavée du Burkina Faso, entourée d'alliés et d'États neutres, a protégé Traoré. La géographie n'est peut-être pas une fatalité absolue, mais elle demeure une variable cruciale dans le calcul de la survie politique. Alors qu'une grande partie du monde occidental est rapidement passée à autre chose après le 3 janvier présentant Maduro comme un criminel recevant son châtiment, et que la tentative de coup d'État au Burkina Faso a été à peine mentionnée par les médias internationaux, l'Afrique, elle a vu quelque chose de très différent. L'Afrique a vu un modèle, un mode opératoire, un avertissement clair. La réponse de l'Afrique du Sud a d'ailleurs été rapide et sans équivoque. Le 4 janvier, la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a publié une déclaration officielle marquante. La République d'Afrique du Sud condamne avec la plus grande fermeté possible les événements survenus le 3 janvier 2026 tant au Venezuela qu'au Burkina Faso. La capture du président Nicolás Maduro sur le sol vénézuélien par des forces militaires étrangères représente une violation flagrante et manifeste
de la Charte des Nations Unies du droit international et du principe de souveraineté nationale sur lequel notre ordre mondial est censé reposer. De même, la tentative de coup d'État au Burkina Faso, organisée depuis un territoire étranger, avec l'implication suspectée d'acteurs extérieurs, viole la souveraineté d'une nation africaine et l'intégrité territoriale garantie par la Charte de l'Union africaine. Le fait que ces deux incidents se produisent pour le même jour révèle une stratégie coordonnée, visant à saper les dirigeants qui refusent de se soumettre aux diktats extérieurs. C'est du néocolonialisme sous sa forme la plus effrontée. L'Afrique du Sud appelle à la libération immédiate du président Maduro, à une enquête complète sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso et à une action du Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher de telles violations à l'avenir. Cette déclaration a été particulièrement remarquable par sa franchise et sa clarté directe. L'Afrique du Sud, une nation qui tente habituellement de maintenir des relations équilibrées avec l'Occident et le Sud global, a cette fois tracé une ligne rouge très nette. Le contexte est ici primordial. Il y a à peine quelques mois, en février 2026, le président Trump avait accusé l'Afrique du Sud de perpétrer un prétendu génocide blanc, une allégation fausse et incendiaire qui a considérablement détérioré les relations diplomatiques entre Washington et Pretoria. Il faut dire que le gouvernement sud-africain, tout comme sa population, nourrissait déjà un profond scepticisme et une méfiance marquée à l'égard de l'administration Trump. Mais cette déclaration a franchi un cap décisif, allant bien au-delà des simples tensions diplomatiques que nous avions connues par le passé. Elle a marqué un tournant où l'Afrique du Sud s'est positionnée en véritable défenseur de la souveraineté, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble du Sud global. De manière critique, l'Afrique du Sud a établi un lien direct entre les événements du Venezuela et du Burkina Faso, les qualifiant de partie intégrante d'un même schéma. Cadrage narratif allait être repris et répété avec force aux quatre coins du continent africain. Le 4 janvier, les trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tiani du Niger se sont réunis en urgence pour un sommet extraordinaire à Ouagadougou. La déclaration commune qu'ils ont publiée n'était pas un simple protocole diplomatique habituel. C'était bien plus que cela, c'était un véritable manifeste politique. Hier, le monde entier a été témoin de deux attaques flagrantes contre la souveraineté nationale, l'une au Venezuela, l'autre au Burkina Faso. Le président Maduro a été capturé sur son propre sol par des forces étrangères. Ce n'est absolument pas de la justice, c'est purement et simplement une agression caractérisée. Le président Traoré a été la cible d'une tentative de coup d'État orchestrée depuis un territoire étranger avec un soutien occidental présumé. Ce n'est pas de la promotion de la démocratie, c'est une tentative de déstabilisation. Le message envoyé au Sud global est limpide. Si vous osez défier l'Occident, vous serez destitué et remplacé sans ménagement. Mais nous avons nous aussi un message à leur adresser en retour. L'Afrique n'est pas le Venezuela. Nous sommes prêts. Nous sommes unis et nous ne plierons jamais l'échine. La tentative de renverser le président Traoré a échoué lamentablement parce que le peuple du Burkina Faso s'est levé pour défendre sa souveraineté avec courage. La véritable force de l'Alliance des États du Sahel ne réside pas uniquement dans nos armées, mais dans la volonté inébranlable de nos peuples. Nous appelons toutes les nations africaines à considérer les événements du 3 janvier comme un avertissement sérieux. Les mêmes forces qui ont capturé Maduro à Caracas ont tenté de renverser Traoré à Ouagadougou. S'ils ne sont pas arrêtés demain, ils cibleront Bamako-Niamey ou n'importe quelle capitale qui aura l'audace d'affirmer son indépendance. C'est la raison d'être de l'AES. Unis, nous survivrons et prospérerons. Divisés, nous chuterons. Cette déclaration a été diffusée en direct sur AES TV et massivement relayée sur les réseaux sociaux. En quelques heures, le hashtag « L'Afrique ne s'agenouillera pas » était en tendance sur tout le continent. Mais l'Alliance des États du Sahel ne s'est pas arrêtée aux mots. Ils ont immédiatement annoncé une série d'actions concrètes et décisives. Une coordination sécuritaire accrue, où le partage de renseignements entre les trois nations sera intensifié avec une surveillance en temps réel des menaces extérieures. Une intégration militaire accélérée. La force conjointe de l'AES, forte de 5000 hommes, sera déployée bien plus rapidement que ce qui était initialement prévu. Une offensive diplomatique car les dirigeants vont tendre la main à d'autres nations africaines pour élargir l'alliance et bâtir une architecture de sécurité plus vaste.
Une campagne médiatique d'envergure AES-TV ayant lancé une série documentaire mettant en parallèle la chute de Maduro et la survie de Traoré en liant explicitement ces deux événements aux stratégies d'intervention occidentales. La déclaration personnelle du capitaine Traoré prononcée devant une foule de milliers de personnata. Le lien de personnes à Ouagadougou était encore plus direct. Ils ont réussi à Caracas. Ils ont échoué à Ouagadougou. Pourquoi? Parce que si Maduro n'était peut-être pas préparé, nous nous étions prêts. Parce que alors que le Venezuela était seul, nous nous tenons aux côtés du Mali et du Niger. Alors que le peuple vénézuélien était épuisé, notre peuple lui est bien éveillé. Mais ne vous y trompez pas, ils essaieront à nouveau. La menace ne s'arrête pas après un coup d'État raté. Ces mêmes forces qui veulent contrôler le pétrole du Venezuela veulent prendre mettre la main sur notre uranium, notre or et notre avenir. Alors nous nous préparons, nous construisons, nous nous unissons et nous ne devons jamais présumer que la souveraineté est acquise. Elle doit être défendue chaque jour, sans relâche. À travers l'Afrique, les réactions ont été variées, mais un fil conducteur a émergé une vive inquiétude quant au précédent créé par ce 3 janvier. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a publié un communiqué soulignant avec force que la souveraineté et l'intégrité territoriale sont des principes fondamentaux qui doivent être impérativement respectés pour toutes les nations sans aucune exception. Le Nigeria, malgré ses relations étroites avec les puissances occidentales, a exprimé son inquiétude face aux deux événements et a appelé au respect des normes internationales. Le Kenya, un autre allié clé des États-Unis, a mis plusieurs jours à réagir, mais a fini par déclarer que la souveraineté de toutes les nations devait être protégée par des mécanismes multilatéraux. Le Zimbabwe, quant à lui, s'est montré beaucoup plus vigoureux et tranchant dans sa réponse. Ce dont nous avons été témoins le 3 janvier, c'est de l'impérialisme sous un nouveau visage. Les méthodes changent, mais l'objectif demeure le même. Contrôler, dominer, extraire. Le Zimbabwe se tient solidaire de toutes les nations qui résistent à ce nouveau colonialisme. Même l'Union africaine, souvent critiquée pour la lenteur et la faiblesse de ses réactions, a publié une déclaration notant qu'elle suivait la situation avec une profonde préoccupation, appelant au respect strict des principes de non-ingérence et de souveraineté de l'UA. La tendance était claire. Même les nations africaines ayant des liens étroits avec les puissances occidentales se sont senties obligées de reconnaître qu'un événement troublant s'était produit. Pour les dirigeants africains les plus indépendants d'esprit, la date du 3 janvier a sonné comme un véritable réveil brutal. Si cela a pu arriver à Maduro qui disposait de la richesse pétrolière et du soutien russe, alors cela peut arriver à n'importe qui. Et si Traoré a pu survivre là où tant d'autres sont tombés, il y a peut-être là des leçons cruciales pour attirer pour l'avenir. Alors que l'Afrique réagissait avec un mélange de condamnation et d'inquiétude, deux grandes puissances ont vu le 3 janvier sous un angle bien différent, celui de la compétition stratégique pure et dure. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a tenu une conférence de presse le 4 janvier, abordant les deux événements conjointement. Le 3 janvier 2026 a révélé le véritable visage de ce que l'Occident appelle avec arrogance l'ordre international fondé sur des règles. Au Venezuela, nous avons assisté à une agression militaire directe et sans équivoque. Une nation souveraine envahit son dirigeant élu, capturé et déplacé pour être jugé par un tribunal étranger. Ce n'est pas le droit, c'est purement et simplement la loi du plus fort. Au Burkina Faso, nous avons vu une tentative de coup d'État organisée depuis le territoire d'un voisin aligné sur l'Occident avec un soutien logistique et des renseignements suspectés de puissances extérieures. Deux continents différents, deux méthodes distinctes, mais un seul et même objectif. Éliminer les dirigeants qui refusent de se soumettre. La Russie condamne fermement ces deux actions comme des violations flagrantes du droit international, ainsi que de la charte de l'ONU et des principes fondamentaux de souveraineté qui sont censés régir les relations entre les nations. Nous exigeons la libération immédiate du président Maduro et son retour sain et sauf au Venezuela. Nous demandons une enquête complète sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso et que les acteurs extérieurs ayant participé rendent dans des comptes. La Russie continuera de se tenir aux côtés des nations qui affirment leur indépendance, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou n'importe où ailleurs dans le monde. Au-delà de la rhétorique, la Russie a pris des mesures concrètes. Le soutien à l'AES a été renforcé. Les conseillers militaires russes au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont reçu des renforts immédiats. Les programmes de formation ont été considérablement accélérés. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a réclamé une session d'urgence, bien que toute action significative ait été bloquée par le droit de veto des États-Unis. Campagne médiatique.
Les médias d'État russes ont largement couvert les deux événements, les présentant comme la preuve irréfutable que les discours occidentaux sur la démocratie et la souveraineté sonnaient creux. Pour la Russie, ce 3 janvier était simultanément un revers avec la capture de leur allié Maduro et une opportunité stratégique pour démontrer au Sud global que l'Occident reste fondamentalement impérialiste et que la Russie est un partenaire bien plus fiable pour les nations en quête d'indépendance. La réponse de la Chine a été plus mesurée dans la forme, mais tout aussi significative sur le fond. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a publié une déclaration officielle. La Chine est profondément choquée et préoccupée par les événements survenus le 3 janvier tant au Venezuela qu'au Burkina Faso. La capture d'un chef d'État sur son propre territoire viole les normes fondamentales des relations internationales et crée un précédent dangereux pour la stabilité mondiale. La tentative de coup d'État signalée au Burkina Faso avec une suspicion d'implication extérieure sape la souveraineté africaine et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. La Chine appelle à la libération immédiate et inconditionnelle du président Maduro. Nous exigeons le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Venezuela. Une enquête approfondie et transparente sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso est nécessaire. Tout acteur extérieur ayant violé la souveraineté africaine devra rendre des comptes. La Chine a toujours défendu l'égalité de toutes les nations, peu importe leur taille ou leur puissance. Les principes de souveraineté et de non-ingérence ne sont pas négociables. Ils doivent s'appliquer à tous les pays, sinon ils ne signifient rien. La réponse de la Chine a été minutieusement calibrée. Pékin ne voulait pas paraître aussi agressif que la Russie, ce qui aurait pu compliquer ses relations avec les nations européennes, mais il lui était impossible de garder le silence. La Chine possède des intérêts économiques substantiels à travers l'Amérique latine et l'Afrique. Et le message du 3 janvier était limpide: si vous vous alignez avec la Chine plutôt qu'avec l'Occident, vous devenez une cible. De manière subtile mais indubitable, la Chine se positionnait comme le défenseur de la souveraineté du Sud global face à l'unilatéralisme occidental. Concrètement, la Chine a intensifié son engagement économique avec les nations de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. De nouvelles promesses d'investissement ont été annoncées pour des projets d'infrastructure au Burkina Faso, au Mali et au Niger, accompagnés d'un soutien diplomatique accru. La Chine a utilisé sa tribune dans divers forums internationaux pour souligner que le 3 janvier était la preuve d'une hégémonie unilatérale violant la charte de l'ONU. Couverture médiatique. Les médias d'État chinois ont accordé une place prépondérante aux deux événements, les présentant comme des exemples frappants de la raison pour laquelle le Sud global a besoin d'alternatives au système dominé par l'Occident. Pour la Chine, le 3 janvier a renforcé un récit qu'elle construisait patiemment depuis des années. L'Occident parle de règles et de démocratie, mais quand les nations choisissent leur propre voie, ils recourent à la force. La Chine, en revanche, respecte la souveraineté et offre un partenariat sans conditions politiques. Que ce récit soit entièrement exact ou non n'était pas la question. Ce qui comptait, c'est que pour une grande partie du Sud global, ce discours devenait de plus en plus persuasif. Traoré a survécu. Maduro, lui, n'a pas survécu. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas le hasard. C'était une question de préparation de stratégie et d'intelligence politique. Et si le 3 janvier 2026 nous a appris quelque chose, c'est que la menace pesant sur les dirigeants indépendants du Sud global ne va pas disparaître. Au contraire, elle s'intensifie. La question à laquelle chaque dirigeant africain et chaque citoyen africain doit faire face est brutalement simple. Quand ils viendront pour vous, serez-vous prêts? Voici ce que Traoré a fait et que Maduro n'a pas su faire. Voici la leçon cruciale et indispensable que l'Afrique doit impérativement retenir. L'erreur fatale de Maduro, se dire avec assurance « Cela ne m'arrivera jamais pas à moi ». Malgré des années de sanctions américaines écrasantes, de multiples tentatives de coup d'État et une rhétorique hostile, Maduro a opéré sous une hypothèse dangereuse. Il croyait que les règles des relations internationales, bien qu'imparfaites, le protégeraient d'une invasion étrangère directe. Il pensait que le XXIe siècle était fondamentalement différent du XXe, que l'ère de la diplomatie de la canonnière et des changements de régime forcés était bel et bien révolue. Après tout, il avait la richesse pétrolière. Il disposait d'une armée. Il bénéficiait du soutien de puissances comme la Russie et la Chine. Il pensait sûrement que ces facteurs suffiraient à dissuader les actions les plus extrêmes à son encontre. Il avait tort, et de façon catastrophique. L'hypothèse de travail d'Ibrahim Traoré est tout autre. Ils viendront, c'est une certitude. La seule question est de savoir quand.
Dès l'instant où il a pris le pouvoir, Traoré a agi avec la conviction inébranlable que l'intervention étrangère n'était pas une simple possibilité, mais une inévitabilité absolue. Il a étudié méticuleusement l'histoire des dirigeants africains qui ont osé défier les puissances étrangères par le passé. Il a noté que presque tous, Lumumba Sankara Kadhafi, avaient été écartés souvent violemment. Ce n'était pas de la paranoïa de sa part, c'était de la reconnaissance de motifs historiques récurrents. Et cette hypothèse a absolument tout changé. Cela signifiait que la sécurité ne pouvait pas être une réflexion après coup, mais devait rester une priorité constante et vitale. Cela signifiait que la loyauté ne pouvait jamais être présumée acquise, mais qu'elle devait être bâtie et entretenue jour après jour. Cela impliquait une préparation perpétuelle. La leçon pour l'Afrique est claire. Si vous choisissez l'indépendance, la vraie indépendance, pas juste une rhétorique de façade, vous devez accepter d'avoir peint une cible dans votre dos. Mais cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur. Cela signifie vivre avec lucidité, les yeux grands ouverts. Cela signifie se poser la question chaque jour. S'il passait à l'action contre moi ce soir, est-ce que je survivrais? Ai-je fait tout ce qui était humainement possible pour me préparer? La complaisance a tué la présidence de Maduro, la vigilance a sauvé celle de Traoré. La vulnérabilité de Maduro résidait dans une armée divisée potentiellement compromise. Des années de crise économique au Venezuela avaient créé les conditions parfaites pour la déloyauté militaire. Les officiers qui croyaient autrefois fermement au socialisme bolivarien avaient en fini par être désabusés. Certains étaient corrompus, d'autres avaient été approchés et retournés par des services de renseignement étrangers. Certains ont simplement privilégié leur propre survie à celle de Maduro. Lorsque les États-Unis ont frappé le 3 janvier, les rapports de renseignement suggèrent que certaines unités militaires vénézuéliennes ont peut-être activement coopéré à l'opération. D'autres n'ont offert qu'une résistance symbolique, juste pour la forme. Des systèmes de communication clés sont mystérieusement tombés en panne. Une armée divisée ne peut pas défendre une nation. La solution de Traoré a été la gestion stratégique du personnel. Après sa prise de pouvoir en 2022, Traoré a systématiquement restructuré l'appareil militaire et les services de renseignement. Ce n'était pas une purge brutale, il ne pouvait pas se permettre de s'aliéner trop d'officiers formés, mais c'était une action délibérée chirurgicale et complète. Les officiers ayant des liens profonds avec les structures militaires françaises ont été déplacés vers des postes beaucoup moins sensibles. Les conseillers militaires français ont été expulsés mettant fin à leur accès aux planifications et aux communications burkinabais. Les postes clés, la sécurité présidentielle, les services de renseignement, les forces spéciales ont été pourvus par des officiers personnellement loyaux envers Traoré et totalement engagés envers sa vision de la souveraineté nationale. Lorsque Damiba a tenté d'organiser un coup d'État depuis l'exil, il n'a trouvé aucun participant volontaire au sein du commandement militaire. Son réseau ne s'est jamais matérialisé. La leçon pour l'Afrique. C'est peut-être la leçon la plus dure à entendre, mais elle est inévitable. Vous ne pouvez pas bâtir la souveraineté nationale avec des gens dont la loyauté réside ailleurs. Cela ne veut pas dire lancer des chasses aux sorcières paranoïaques ou une répression brutale. Cela signifie un travail de renseignement stratégique. Il faut savoir qui a formé vos officiers et où. Les officiers formés dans les académies militaires occidentales maintiennent souvent ces relations privilégiées par la suite. Il faut savoir qui reçoit des paiements ou des avantages extérieurs. Les services de renseignement étrangers construisent dans eux des réseaux à travers des programmes apparemment légitimes. Il faut savoir dont les familles vivent à l'étranger. Les officiers ayant de la famille dans les nations occidentales sont particulièrement vulnérables aux pressions. Construisez une véritable loyauté institutionnelle par un traitement équitable, une mission claire et un engagement démontré envers les intérêts nationaux. La dure vérité la voici. Chaque coup d'État dans l'histoire de l'Afrique a nécessité des collaborateurs internes. Si vous éliminez le potentiel de trahison interne, vous éliminez la voie la plus probable pour un changement de régime. L'érosion du pouvoir de Maduro. Il a perdu le soutien du peuple à cause d'années d'épreuves et de souffrances. En 2026, la plupart des Vénézuéliens étaient tout simplement épuisés. Des années d'hyperinflation, de pénuries alimentaires, de crises médicales et d'effondrement institutionnel avaient rompu le contrat social entre le gouvernement et les gouvernés. Beaucoup de Vénézuéliens ne soutenaient pas l'invasion américaine, mais beaucoup n'avaient aussi plus l'énergie ni la volonté d'y résister. Quand Maduro a eu besoin que son peuple inonde les rues pour le défendre, ils sont restés chez eux. Ce n'était pas de la trahison, c'était de l'épuisement pur et simple. Le fondement de la force de Traoré, c'est un message qui résonne auprès de millions de personnes.
Le pouvoir de Traoré ne repose pas uniquement, ni même principalement sur la force militaire. Il repose sur une idée qui résonne profondément au sein de la population du Burkina Faso et en particulier auprès de sa jeunesse. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés, pas à la France, pas aux multinationales étrangères, mais à nous. Et ce n'est pas un nationalisme vide de sens. Traoré adjoint les actes à la parole. Il a carrément expulsé les forces militaires françaises, brisant net une relation coloniale vieille de 60 ans. Il a mis à la porte le personnel militaire américain, rejetant cette dépendance sécuritaire pour bâtir l'AES. Une véritable démonstration de solidarité régionale en s'alliant avec la Russie, prouvant ainsi qu'il existe des alternatives sérieuses à l'alignement occidental. Lorsque la tentative de coup d'État a éclaté le 3 janvier, Traoré n'a même pas eu besoin d'appeler ses partisans dans la rue. Ils y sont allés d'eux-mêmes. Ces jeunes partisans qui voient en Traoré l'incarnation de la souveraineté africaine se sont mobilisés en quelques heures pour former un bouclier humain autour des institutions. La leçon sur la puissance militaire africaine est cruciale. Mais la légitimité populaire est l'armure ultime. Si votre peuple est convaincu que vous défendez ses intérêts, il vous défendra corps et âme. En revanche, s'ils pensent que vous ne protégez que votre propre pouvoir, ils s'écarteront sans hésiter lorsque les forces étrangères débarqueront. Cela exige un message clair et puissant sur la raison de votre combat, des actions concrètes qui correspondent parfaitement à votre rhétorique. Des améliorations réelles dans la vie des gens ou au moins une promesse d'avenir crédible, une transparence totale sur les défis et une communication honnête sur les sacrifices. Le XXIe siècle nous l'a montré maintes fois, les régimes dépourvus de légitimité populaire peuvent être renversés avec une facilité déconcertante. Alors que les régimes bénéficiant d'un véritable soutien populaire sont extraordinairement difficiles à déloger. Construisez vos fondations avec votre peuple, main dans la main, et cette base deviendra pratiquement inébranlable. Regardez l'isolement de Maduro, l'absence de soutien régional. Malgré les beaux discours du Venezuela sur la solidarité latino-américaine, le 3 janvier, Maduro était tragiquement seul. La Colombie n'est pas intervenue. Le Brésil a préféré garder une neutralité froide. Le Mexique a condamné l'invasion, mais n'a rien fait. Les organismes régionaux comme le Mercosur et l'ALBA se sont révélés inefficaces. Les voisins du Venezuela ont soit soutenu discrètement l'opération américaine, soit choisi de ne pas s'en mêler. Il n'y avait aucune architecture de sécurité capable de riposter. Le réseau de Traoré, l'Alliance des États du Sahel. L'AES, ce n'est pas juste une déclaration politique ou une simple politesse diplomatique. C'est une véritable alliance de défense mutuelle opérationnelle, dotée de capacités bien réelles. Renseignements partagés. Les trois nations coordonnent la surveillance des menaces extérieures et échangent des informations cruciales en temps réel. Une force militaire conjointe de 5000 soldats est en cours de déploiement avec des plans solides pour une expansion rapide. Un pacte de défense mutuelle strict. Une attaque contre l'un est traitée comme une attaque contre tous, pas seulement en principe, mais concrètement. Une diplomatie coordonnée. Les trois nations présentent un front uni et indivisible dans les forums internationaux. Cela signifie que renverser Traoré n'est pas juste une question de gérer le Burkina Faso, c'est devoir affronter le Mali et le Niger simultanément. C'est prendre le risque d'un conflit régional bien plus large. C'est potentiellement déstabiliser l'intégralité du Sahel. La leçon pour l'Afrique est limpide. Une nation seule, aussi déterminée soit-elle, reste vulnérable. Plusieurs Nations unies deviennent une force régionale. L'Union africaine devrait prendre exemple sur l'AES. Il faut cesser d'être simplement un forum pour les beaux discours. Il faut bâtir de vrais mécanismes de défense du renseignement, partager des forces rapides, des protocoles clairs, des exercices conjoints et une diplomatie unifiée. Si 5 nations africaines s'engageaient dans une véritable défense mutuelle, elles seraient bien plus difficiles à déstabiliser que 5 nations isolées. L'unité n'est pas juste un bel idéal, c'est une stratégie de survie. Les alliés de Maduro sont certes puissants, mais ils sont bien trop lointains. La Russie et la Chine ont soutenu le Venezuela diplomatiquement, mais elles étaient à 8000 km. Quand les États-Unis ont frappé le 3 janvier, elles ne pouvaient rien faire. La Russie a publié des déclarations fermes. La Chine a exigé la libération immédiate de Maduro. Mais aucun ne pouvait projeter une puissance militaire à travers l'Atlantique assez vite. La géographie a vaincu la diplomatie. Les alliés de Traoré, eux, sont sur le terrain. Le personnel russe, l'ancien groupe Wagner, devenu Africa Corps, est physiquement présent au Burkina Faso. Ils assurent la formation des forces burkinabées, le partage de renseignements, le conseil en sécurité et une capacité de réaction immédiate. Ce n'est pas symbolique.
Lors de la tentative de coup d'État du 3 janvier, les conseillers russes ont pu apporter une assistance immédiate. Ils n'avaient pas besoin de traverser un océan, ils étaient déjà sur place. De même, l'alliance de l'AES signifie que le Mali et le Niger ne sont pas de simples partenaires diplomatiques. Ce sont des nations voisines avec des troupes qui pourraient théoriquement traverser les frontières en quelques heures si nécessaire. La leçon pour l'Afrique. Les alliances doivent être opérationnelles. Posez-vous la question. Mes alliés peuvent-ils réagir en quelques heures ou en quelques semaines? Ont-ils des forces dans ma région ou sont-ils sur un autre continent? Avons-nous pratiqué des opérations conjointes ou juste signé des papiers? Existe-t-il un véritable plan de soutien mutuel ou juste des principes généraux? Si les réponses penchent vers le simple diplomatique, alors vous n'avez pas de vraie alliance. Vous avez une amitié qui ne servira à rien quand ça chauffera. Construisez des alliances avec une capacité opérationnelle. Tout le reste, c'est du vent. Voilà l'échec narratif de Maduro. Les médias occidentaux ont totalement verrouillé l'histoire. Quelques heures seulement après la capture de Maduro, ils avaient déjà imposé leur propre narration indiscutable. Pour eux, Maduro n'était rien d'autre qu'un trafiquant de drogue, un dictateur, un criminel qui recevait enfin la monnaie de sa pièce. Peu importe ce que l'on pense de la gouvernance de Maduro, la rapidité fulgurante et l'efficacité totale avec lesquelles ce récit a dominé la scène médiatique mondiale étaient tout simplement stupéfiantes. Maduro ne disposait d'aucune infrastructure efficace pour contrer ce narratif. Les médias d'État vénézuéliens manquaient cruellement de portée à l'international. Les efforts sur les réseaux sociaux étaient fragmentés et ont été facilement submergés. Le temps qu'une perspective alternative puisse s'organiser, Maduro avait déjà les menottes au poignet. Et l'histoire était déjà terminée. En revanche, regardez la maîtrise du récit par Traoré avec la télévision AES et une communication parfaitement coordonnée. Lorsque la tentative de coup d'État a éclaté, le 3 janvier, la télévision AES émettait en moins d'une heure diffusant tous les détails du complot, montrant des images de citoyens défendant les bâtiments gouvernementaux et cadrant immédiatement l'événement comme une tentative de déstabilisation orchestrée par l'Occident. Les comptes sur les réseaux sociaux soutenant Traoré et l'AES se sont activés instantanément. Des hashtags comme « Le Burkina Faso résiste » et « L'Afrique ne s'agenouillera pas » sont devenus viraux. Les réseaux de solidarité panafricains à travers tout le continent se sont mobilisés en masse pour soutenir la cause. Le récit était déjà gravé dans le marbre avant même que les médias occidentaux ne puissent commencer à couvrir l'histoire. C'était une tentative de coup d'État soutenue par des forces extérieures, vaincues par la résistance populaire. La leçon pour l'Afrique est claire. La guerre de l'information est bien réelle et le contrôle du récit peut s'avérer tout aussi crucial que le contrôle militaire. Au XXIe siècle, vous ne pouvez absolument pas vous permettre d'abandonner l'espace informationnel à vos adversaires. Vous avez besoin d'une infrastructure médiatique indépendante, de médias d'État solides, de chaînes privées amies et d'une présence massive sur les réseaux sociaux. D'une capacité de réaction rapide et de l'habileté à diffuser votre propre version des faits dès la première heure de n'importe quelle crise majeure. Il faut des plateformes à portée internationale capables de toucher des audiences au-delà de vos frontières. Des réseaux coordonnés et des voix alliées qui peuvent amplifier votre message. Avoir la vérité de son côté. Car en fin de compte, les récits les plus efficaces et les plus percutants sont ceux qui sont ancrés dans la vérité. Si vous perdez la guerre de l'information, vous perdrez le soutien de votre propre peuple. Vous perdrez la sympathie internationale et faciliterez la justification d'actions hostiles contre vous par vos adversaires. Contrôlez le récit ou quelqu'un d'autre le contrôlera à votre place. Le calcul concernant Maduro reposait sur le faible coût de son élimination. En 2026, le Venezuela s'était déjà effondré économiquement, laissant le pays en ruine. Beaucoup ont calculé que destituer Maduro pourrait en fait améliorer la stabilité régionale en mettant fin à la crise. Le coût de l'intervention a été jugé acceptable. Le chaos potentiel après Maduro était perçu comme n'étant pas pire, voire peut-être meilleur que le statu quo actuel. Le calcul de Traoré, en revanche, impliquait un coût d'élimination très élevé. Destituer Traoré déclencherait l'effondrement de l'alliance de l'AES, une déstabilisation potentielle du Mali et du Niger, une résurgence des groupes terroristes à travers le Sahel, des flux migratoires massifs vers l'Europe et un possible conflit plus large. Même les puissances occidentales, malgré leur opposition à Traoré, doivent faire leur compte. Est-ce que le destituer vaut les retombées potentielles catastrophiques? Pour beaucoup, la réponse est de plus en plus non. Traoré ne se maintient pas au pouvoir uniquement par la force militaire. Il reste en place en partie parce que le destituer créerait des problèmes bien pires que de le tolérer.
Le positionnement stratégique compte tout autant que la puissance militaire. Les dirigeants africains devraient en réfléchir à la manière de se rendre indispensables à la stabilité régionale. Positionnez-vous comme étant essentiel pour combattre le terrorisme ou d'autres menaces sécuritaires qui inquiètent même vos adversaires. Contrôlez les ressources ou les voies de transit qui sont cruciales pour de multiples parties prenantes. Construisez des alliances qui créent des ondes de choc si elles sont perturbées. Démontrez que votre départ créerait un chaos qui nuirait même à ceux qui s'opposent à vous. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, il s'agit d'être extrêmement coûteux à éliminer. Si les adversaires calculent que le prix de l'intervention dépasse les bénéfices, ils sont beaucoup moins susceptibles de passer à l'acte. Ne vous contentez pas d'être fort, soyez stratégiquement onéreux à remplacer. Le 3 janvier 2026 a enseigné au monde un paradoxe qui devrait fondamentalement remodeler notre façon de concevoir le pouvoir et la survie au XXIe siècle. Nicolás Maduro avait plus de presque tout qu'Ibrahim Traoré. Plus de ressources, plus de richesses, plus de reconnaissance internationale, une armée plus grande et des alliances historiques plus solides. Mais il est tombé. Ibrahim Traoré, à la tête de l'une des nations les plus pauvres du monde face à des menaces et des complots similaires, a survécu. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne garantit pas la survie. C'est la préparation qui la garantit. Parce que les ressources ne garantissent pas la sécurité. C'est la légitimité populaire qui la garantit. Parce que la reconnaissance internationale ne garantit pas la souveraineté. C'est la pensée stratégique qui le fait. La leçon que Traoré nous enseigne n'est pas que défier les puissances occidentales est facile ou sans danger. Ce ne l'est pas. La leçon est que c'est possible, mais seulement si vous comprenez le jeu et vous préparez en conséquence. Pour l'Afrique, le 3 janvier a marqué un tournant décisif et historique. Sur un continent, un dirigeant a été capturé sur son propre sol par une puissance étrangère. Sur un autre continent, un dirigeant a survécu à un coup d'État soutenu par l'étranger grâce à la préparation au soutien populaire et aux alliances stratégiques. Le message était clair et contradictoire. Message numéro 1, défiez l'Occident et ils viendront vous chercher. La souveraineté ne signifie rien quand la force décide du contraire. Message numéro 2. Mais résister est bel et bien possible. Si vous êtes rusé, si vous êtes prêt et si votre peuple fait bloc derrière vous, alors l'Afrique se trouve aujourd'hui face à un choix crucial et inévitable. Certains dirigeants africains observeront les événements du 3 janvier et en concluront qu'il est tout simplement trop dangereux de revendiquer une véritable indépendance. Qu'il vaut mieux maintenir de bonnes relations avec les puissances occidentales, accepter leurs conditions sans broncher et espérer que tout se passe pour le mieux. D'autres regarderont ce même 3 janvier et se diront si Traoré a pu survivre, nous le pouvons aussi. Le chemin vers la souveraineté est certes ardu, mais il n'est pas impossible. Ces deux groupes citeront exactement les mêmes événements pour justifier des conclusions diamétralement opposées. Mais peut-être que le public le plus important pour les leçons du 3 janvier, ce ne sont pas les dirigeants africains. Ce sont en réalité les citoyens africains eux-mêmes. Car en fin de compte, si Traoré a survécu, ce n'est pas uniquement grâce à sa puissance militaire ou à une stratégie habile. Il a survécu parce que lorsque le coup d'État a éclaté, des milliers de citoyens burkinabés sont descendus dans la rue pour le défendre. Ils n'ont pas attendu les ordres. Ils n'ont pas calculé le risque personnel par rapport à la récompense. Ils ont agi parce qu'ils croyaient fermement que leur souveraineté collective en tant que nation était attaquée. Maduro, lui, ne pouvait pas faire appel à un tel soutien tout simplement parce qu'il l'avait perdu depuis longtemps. Des années de difficultés avaient brisé le lien sacré entre le gouvernement et les gouvernés. La leçon n'est donc pas seulement pour les chefs d'État, elle est pour nous les citoyens. La souveraineté n'est pas quelque chose qui nous est accordé par le droit international ou par une simple reconnaissance diplomatique. C'est quelque chose qui se défend chaque jour par des gens convaincus que l'indépendance de leur nation vaut la peine de se battre. Pour le monde entier qui regardait ce 3 janvier 2026 a révélé une vérité inconfortable. Nous vivons à une époque où la rhétorique du droit international et de la souveraineté coexiste étrangement avec la réalité de la puissance brute, où les nobles principes sont appliqués de manière sélective et où c'est la force et non la justice qui détermine souvent l'issue des événements. Maduro et Traoré ont tous deux fait l'expérience de cette dure réalité. L'un a été écrasé par elle, l'autre a plié mais n'a pas rompu. La différence ne résidait pas dans une supériorité morale. Des gens raisonnables peuvent tout à fait être en désaccord sur le bilan de ces deux dirigeants. La différence, c'était la préparation, la stratégie et l'intelligence politique. Aujourd'hui, Nicolás Maduro est en détention fédérale à New York, attendant son procès pour trafic de drogue.
Sa capture a été déclarée comme une victoire pour la justice par certains et comme un acte d'agression impériale par d'autres. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré reste président du Burkina Faso, dirigeant l'Alliance des États du Sahel et poursuivant sa vision d'une souveraineté sahélienne. Il est célébré comme un héros par les uns et condamné comme un dictateur par les autres. L'histoire jugera ces deux hommes. Mais l'histoire nous a déjà enseigné ceci: dans le combat entre la préparation et la complaisance, c'est la préparation qui gagne. Dans le combat entre la légitimité populaire et le pouvoir isolé, c'est la légitimité qui l'emporte. Dans le combat entre la pensée stratégique et les vœux pieux, la stratégie gagne toujours. Souvenez-vous du 3 janvier 2026, le jour où Maduro est tombé et où Traoré a survécu. Le jour où l'Afrique a appris que la résistance est possible, mais seulement si l'on se bat plus intelligemment et pas seulement plus fort. Le jour où le manuel de survie a été écrit dans le sang et la persévérance. La question pour chaque nation qui chérit sa souveraineté est désormais simple. Allez-vous apprendre des erreurs de Maduro ou allez-vous apprendre du succès de Traoré? Parce que le prochain 3 janvier approche à grands pas, la seule question qui vaille est: serez-vous prêts? Mais peut-être que la question la plus profonde est celle-ci: sommes-nous jamais vraiment prêts quand l'histoire frappe à la porte? Quand la souveraineté est testée, non pas en théorie, mais dans le sang et la trahison. Certains d'entre nous ont déjà vu cette histoire sous d'autres habits, sous d'autres drapeaux. Certains l'ont vécue dans leur chair. D'autres en ont hérité les cicatrices. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, un souvenir, une vérité, une blessure, ou simplement le sentiment que nous avons déjà vécu cela trop de fois, ne le gardez pas pour vous. Qu'avez-vous ressenti en entendant cela? Est-ce que cela vous a rappelé quelque chose de votre propre passé? Croyez-vous que Traoré représente quelque chose de nouveau, ou bien quelque chose que nous avons perdu et que nous devons reconquérir? Partagez vos pensées dans les commentaires. Parlez avec votre cœur. C'est un espace de réflexion, de vérité et de guérison. Que signifie la souveraineté pour vous maintenant, après cette histoire? Voyez-vous des échos de votre propre pays, de vos propres luttes dans la chute de Maduro ou la résistance de Traoré? Quel est selon vous l'avenir de l'Afrique si nous nous préparons ou si nous échouons à le faire? Nous vous invitons à ajouter votre voix. Lisez les histoires des autres. Faites en sorte que ce ne soit pas juste une vidéo que vous avez regardée, mais une conversation que vous avez rejointe. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, si cette histoire vous a aidé à y voir plus clair ou à ressentir quelque chose de plus profond, envisagez de soutenir cet espace. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous vous recommandons également de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, celle qui pousse cette histoire encore plus loin. Merci pour votre temps, votre présence et votre vérité. On se retrouve dans la prochaine histoire.